Dans une petite commune tranquille du nord de la France, les habitants pensaient tout connaître les uns des autres. Mais derrière les volets d'une maison beige, un secret a grandi dans le silence pendant plus de 10 ans. Pas de cris, pas de rire d'enfants. Seulement une lumière vacillante dans la cave et une odeur persistante de renfermé. Ce qu'un simple technicien va découvrir, un matin de janvier 2018, dépassera tout ce qu'il pouvait imaginer. Une histoire vraie. Une horreur cachée sous les apparences d'une famille ordinaire. Avant de plonger dans ce mystère, un petit geste peut tout changer. Abonne-toi et aide-nous à faire grandir cette chaîne pour des histoires encore plus terrifiantes. Voici le cas Delcourt, un drame familial que la France n'a jamais voulu regarder en face. Le père s'appelait Jean Delcourt, 54 ans au moment des faits. Ancien électricien, discret, solitaire, presque effacé. Dans son quartier de Béthune, tout le monde le décrivait comme un homme poli, un peu bizarre, mais sans histoire. Depuis la mort de sa femme en 2006, il vivait seul dans cette maison modeste, toujours les volets fermés, la voiture jamais lavée, le jardin envahi d'orties. On le voyait parfois sortir très tôt le matin, un sac plastique à la main, marcher jusqu'au centre-ville, puis disparaître plusieurs heures. Personne ne savait qu'au sous-sol, juste en dessous de cette routine tranquille, vivait quelqu'un d'autre. Une présence muette, invisible. Un souffle léger qu'il croyait maîtriser, mais qui, au fil des ans, allait tout détruire. Le 17 janvier 2018, un technicien d'Enedis est envoyé chez Jean Delcourt pour une simple vérification de compteur. Rien d'inhabituel. Si ce n'est que la maison ne répond à aucun appel depuis plusieurs semaines. Lorsqu'il arrive, il trouve les volets clos, la boîte aux lettres débordante de publicité et un silence presque trop parfait. Il frappe, appelle, attend. 1 minute, 2, puis il remarque cette odeur. Pas celle de la mort, non. Mais une senteur lourde, humide, mélange de poussière, de moisissure et de quelque chose de plus ancien. Jean finit par ouvrir, torse nu, sous un pull troué, les yeux rougis. Il s'excuse, parle vite, nerveusement. « Ah, vous savez, la cave est humide, c'est à cause des tuyaux. » Le technicien, gêné, entre quand même. La maison semble figée dans le temps, des journaux de 2009, un calendrier jamais changé, et sur la table, 3 bols, 2 vides, un encore plein. Quand Jean s'éloigne pour chercher un document, l'homme remarque une porte au fond du couloir. Une vieille porte de cave, verrouillée par 2 cadenas rouillés. Un dessous, un léger courant d'air. Par réflexe, il baisse les yeux. Sur le sol, entre les carreaux sales, quelque chose bouge. Une ombre. Non, pas une ombre. Une main. Blafarde, fine, tremblante. Elle s'est glissée par un interstice de la porte, comme pour appeler à l'aide. Le technicien recule brusquement, heurte une chaise. Jean surgit aussitôt, pâle, furieux. « Ne touchez pas à ça, c'est dangereux là-bas, c'est un problème de plomberie. » Mais la voix trahit la panique, un frémissement court dans ses mots. L'homme s'excuse, note mentalement l'adresse, puis s'en va. Dans la rue, il respire profondément, incapable d'effacer l'image de cette main. Le soir même, il signale l'incident à son supérieur. Et 2 jours plus tard, la police se présente chez Jean Delcourt. Personne ne sait encore ce qu'ils vont découvrir, mais dès qu'ils descendront ces quelques marches de béton, le silence de 10 ans va enfin éclater. Ce 19 janvier, à 8h42, la gendarmerie de Béthune reçoit un appel anodin. Une vérification de sécurité, selon le rapport. 3 agents se rendent sur place, accompagnés d'un voisin qui a accepté d'ouvrir le portail. L'air est sous-glacé et tout semble figé. Le jardin, les rideaux tirés, la façade lépreuse. Une des gendarmes, Caporal Béranger, raconte. On avait cette impression que la maison nous observait, comme si elle savait qu'on allait entrer. À l'intérieur, tout respire la négligence. Une odeur sucrée et amère à la fois colle à la gorge. Les policiers fouillent lentement, pièce par pièce. Rien, si ce n'est une photo sur le buffet, un homme, une femme et un enfant, 6 ans peut-être. Le cadre est fendu, comme si quelqu'un l'avait jeté contre le mur. En bas du couloir, la fameuse porte de cave, 2 cadenas rouillés, un loquet tordu. Jean Delcourt tremble. Il répète qu'il y a un problème d'humidité, qu'il vaut mieux ne pas descendre. Mais ses yeux disent autre chose. Les agents échangent un regard, puis forcent la serrure. Le premier pas dans l'escalier provoque un frisson collectif. L'air devient lourd, presque liquide. Des toiles d'araignée collent aux joues, un goût de fer dans la bouche. Une ampoule nue vacille au plafond, oscillant comme un pendule au moindre souffle. Au fond, un bruit. Faible, répétitif. Tape, tape, tape,
Ce n'est pas un tuyau, ni une machine, c'est humain. L'un des agents s'approche, lampe torche levée. Il découvre une cloison de planches scellée au ciment. De l'autre côté, quelque chose bouge. « Y a quelqu'un » Silence. Puis un souffle. « Papa » Un murmure d'enfant, rauque, hésitant. À cet instant, tout s'arrête. Le temps, la logique, la raison. Jean Delcourt s'effondre, les mains sur les oreilles, criant « Elle devait pas parler. Vous comprenez pas, c'était pour son bien. » Les gendarmes brisent de la cloison. La lumière se répand dans une pièce minuscule où une odeur de sueur et de moisissure explose. Sur un lit de fortune, une silhouette maigre, recroquevillée. Une jeune fille. Les cheveux longs, la peau translucide, les yeux brûlés par la lumière. 10 ans d'obscurité, 10 ans à attendre que quelqu'un ouvre cette porte. Les gendarmes allument ça à la lampe. La lumière tranche l'obscurité, révélant une pièce d'à peine 6 mètres carrés. Les murs sont tapissés de papier journal, collés les uns sur les autres jusqu'au plafond. Le sol est couvert de vieux jouets cassés, d'assiettes sales et d'une couverture d'enfants déchirée. La jeune fille fixe les agents sans comprendre. Ses pupilles se contractent, son corps tressaille à chaque bruit. « Comment t'appelles-tu » demande l'un d'eux doucement. Un silence, puis un souffle. « Élise ». Sa voix semble venir de très loin, rouillée, étranglée. Elle a 15 ans. 15 ans, mais en paraît 8. Les gendarmes remarquent un petit carnet posé sur une caisse en bois. À l'intérieur, des dessins d'enfants, un soleil, une maison, un visage de femme, toujours le même. Au dos, un mot griffonné des centaines de fois, « Maman ». Sur une étagère, une boîte en fer rouillé. À l'intérieur, une mèche de cheveux, un collier cassé et une photo jaunie de la mère, morte depuis 2006. Quand il remonte, Jean Delcourt est assis dans le salon, immobile. Il sourit. « Vous l'avez trouvée, hein » dit-il calmement. « Elle n'était pas prête pour le monde dehors. J'ai voulu la protéger. C'était mon devoir. » Le ton est presque tendre, les enquêteurs le laissent lui parler. Ses mots s'écoulent lentement, comme un poison. Après la mort de sa femme, Jean avait peur qu'on lui prenne sa fille. Les services sociaux le surveillaient, les voisins s'inquiétaient. Alors, une nuit, il a tout simplement fermé la porte. Il descendait chaque jour, apportant un peu de nourriture, parlant à travers la cloison. Je lui lisais des histoires, je lui disais que dehors, c'était dangereux. Elle m'a cru, elle m'a toujours cru. Les gendarmes notent chaque mot. L'odeur de renfermé colle à leurs uniformes. L'un d'eux sort pour vomir dans le jardin. En remontant le dossier, ils découvriront que Jean avait fabriqué un faux certificat scolaire, inventé des courriers d'une école imaginaire et inscrit Élise comme scolarisée à domicile. Pendant 10 ans, personne n'a rien vu. Et elle, dans son sous-sol, a grandi dans une nuit perpétuelle, convaincue que la lumière brûlait les gens comme il le lui disait. Quand les secours l'emmenèrent, elle ne regarda jamais le ciel. Elle ferma les yeux et murmura « Papa va me punir ». Cette phrase-là, selon les témoins, a glacé toute la pièce. Après la découverte, le quartier est resté figé pendant des jours. Les journalistes campèrent devant la maison, mais personne ne parlait. Les rideaux des voisins restaient clos, les enfants ne jouaient plus dehors. Le nom Delcourt était devenu une ombre, un mot qu'on chuchotait sans oser le prononcer. Élise fut hospitalisée dans une unité spécialisée à Lille. Son corps s'est réhabitué à la lumière, lentement, comme une plante qu'on sort de la terre après trop d'années. Mais sa voix, elle, ne revenait pas. Les médecins parlaient d'un mutisme post-traumatique, d'une fracture psychique profonde. Jean Delcourt, lui, ne dit plus rien non plus. Lors de son arrestation, il s'était muré dans le silence, fixant un point invisible. Le psychiatre raconta plus tard qu'il croyait toujours entendre des pas dans le couloir, comme si sa fille l'attendait derrière la porte. Quelques semaines plus tard, il fut retrouvé pendu dans sa cellule, un fil électrique autour du cou. Sur le mur, au-dessus de la cuvette, il avait écrit au crayon « Je l'ai protégée du monde. Maintenant, c'est le monde qui va la dévorer. » Après cela, les caméras sont parties. La maison a été murée, vendue, oubliée. Mais les habitants, eux, jurent encore sentir certaines nuits cette odeur d'humidité et entendre un léger tap-tap-tap venu de sous la terre. 3 ans plus tard, la maison Delcourt fut mise en vente. Une jeune famille, les Lambert, l'acheta à bas prix. Une occasion rare, disait l'annonce. Les travaux commencèrent à l'automne. On repeignit les murs, on remplaça la vieille porte de la cave, on fit disparaître les traces du passé. Tout semblait neuf, paisible, jusqu'au soir du 8 novembre. Madame Lambert appela la police. Ce n'est sûrement rien, mais il y a quelqu'un qui marche dans la cave.
Les agents vinrent, fouillèrent. Rien. Juste un petit jouet en plastique retrouvé sous une latte de parquet, une figurine d'enfant, les bras levés vers le ciel. Le lendemain, leur fils de 6 ans commença à parler seul, la nuit. Elle est gentille, la fille du sous-sol. Elle dit qu'elle attend encore son papa. Les parents pensèrent à un ami imaginaire, jusqu'à ce qu'ils trouvent, derrière le mur de la buanderie, un mot gravé à la craie, « Ne la laissez pas seule ». Ce soir-là, les Lambert ont quitté la maison. Ils ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, le pavillon est encore là, abandonné, recouvert de lierre, la porte de la cave toujours scellée. Les voisins affirment que parfois, tard dans la nuit, une faible lumière s'allume derrière les vitres du sous-sol. Une lumière qui pulse lentement, comme un souffle. Le dossier Delcourt reste, à ce jour, l'un des cas les plus dérangeants de la région. Les psychologues parlent d'un amour devenu cage, d'un père dévoré par sa propre peur. Mais certains, dans le village, murmurent autre chose. Que la fille n'a jamais quitté la maison, que dans le noir, elle attend toujours que quelqu'un ouvre la porte. Et qu'elle n'a plus peur, maintenant. C'est à vous de décider si tout cela n'est qu'une rumeur ou si la maison Delcourt cache encore un secret. Fin du cas Delcourt. Une mer grise, une barque vide dérive lentement, heurtant les falaises de granit. À bord, une montre arrêtée à 10h12, un passeport humide et des taches rouges séchées sur le bois. C'était en septembre 1999, au large de Saint-Malo. Ce jour-là, la famille Godard, un père, une mère, 2 enfants, a disparu sans laisser de traces. Aucun témoin, aucune explication. Et pourtant, au fil des années, des fragments sont réapparus, dans les endroits les plus inattendus. Avant de plonger dans ce mystère, un petit geste peut tout changer. Abonne-toi et aide-nous à faire grandir cette chaîne pour des histoires encore plus terrifiantes, parce que ce que tu vas entendre maintenant n'a jamais été raconté ainsi. Yves Godard, 44 ans, médecin généraliste à Tilly-sur-Seulles, en Normandie. Un homme réservé, méthodique, presque trop calme. Ses patients disaient qu'il parlait peu, qu'il souriait rarement, mais qu'il écoutait toujours longtemps avant de répondre. À la maison, sa femme, Marie-France, enseignante, 2 enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Une famille ordinaire, du moins en apparence. L'été 1999, le couple bat de l'aile. Les proches parlent de disputes feutrées, de regards fuyants. Yves dort souvent dans son cabinet médical. Il se confie peu, mais son assistante se souviendra d'une phrase étrange, murmurée quelques jours avant sa disparition. Quand la mère reprend ce qu'on lui doit, il faut la laisser faire. Personne n'a compris ce qu'il voulait dire, pas encore. Le 1er septembre 1999, Yves Godard quitte son domicile. Il emmène ses 2 enfants. Direction Saint-Malo. Ce matin-là, les témoins décrivent un homme calme, concentré, presque apaisé. Il charge quelques sacs dans son monospace, achète du matériel de pêche, du lait pour les enfants, et monte à bord d'un voilier de 10 mètres, le Nick. Au port, on le voit lever la main vers un marin voisin. « Je pars pour quelques jours, juste la mer et les gosses. » Le Nick quitte le quai sous un ciel gris. Ce sera la dernière fois qu'on verra la famille Godard vivante. 3 jours plus tard, un pêcheur breton découvre une petite embarcation vide à la dérive. À l'intérieur, le passeport d'Yves, des traces de sang, un marteau. Les gendarmes inspectent la maison.
Des draps manquent, une trace brunâtre sous le tapis du salon, le réfrigérateur vidé, les oiseaux domestiques, morts dans leur cage, et dans le bureau, une enveloppe sans expéditeur posée sur la table. À l'intérieur, une simple photo, une mer agitée, un horizon presque noir, et au loin, une silhouette indistincte. Un enquêteur dira plus tard, c'était comme si quelqu'un l'avait prise, depuis un endroit où aucun homme n'aurait dû se trouver. Les semaines passent. Le voilier Nick est retrouvé au large de l'île de Guernesey, vide, ses voiles arrachés, ses papiers trempés. Dans une couchette, un détail dérangeant, un petit dessin d'enfant couvert de taches brunes. Un soleil. 3 silhouettes se tenant la main, et sous leurs pieds, quelque chose d'étrange. Une forme noire, tentaculaire, comme une ombre qui les tire vers le bas. À partir de ce moment-là, tout devient flou. Le mystère de la famille Godard s'enracine dans les profondeurs, quelque part entre la mer et ce qu'elle garde. Recherche famille Mo Godard, voilier Nick, dernière position connue, baie de Saint-Brieuc. Les jours passent, les médias s'enflamment, une disparition familiale, sans mobile, sans témoin. Certains parlent de meurtre, d'autres d'un suicide collectif, mais plus l'enquête avance, plus les détails se contredisent. Un marin affirme avoir vu Yves Godard seul, 2 jours après la disparition. Un autre jure avoir croisé les 2 enfants dans un ferry vers l'Irlande. Et une serveuse d'un petit port prétend avoir servi un homme calme avec une petite fille au regard vide. Pourtant, aucun de ces témoignages n'est de confirmé. Les visages, les dates, les lieux, tout s'en mêle. La mer semble brouiller les souvenirs. Puis, 1 mois plus tard, une découverte. Un sac échoué sur une plage du Cotentin. À l'intérieur, un stéthoscope, un carnet médical et une dent humaine d'enfant. L'analyse ADN le confirmera, c'est celle de Camille Godard. La France entière frissonne. Pendant ce temps, au village, certains habitants racontent des choses étranges. Des lumières au large, tard dans la nuit. Des sons graves venant du fond de la baie, comme un battement. Et surtout, des cauchemars. Depuis la disparition, j'entends frapper à la fenêtre à 3h12 chaque nuit, dira une voisine. Je regarde et je vois rien. Juste la mer, les enquêteurs, eux, découvrent un autre détail troublant. Dans le carnet d'Yves, entre 2 ordonnances, une note griffonnée, ne pas lutter, elle réclame ce qui lui revient. Certains pensent qu'il parlait de sa femme, d'autres, d'autres choses. Dans les archives, les marins du coin évoquent une légende ancienne, la mer de sang, un courant qui apparaîtrait 1 fois par siècle et réclamerait des vies pour s'apaiser. Des pêcheurs jurent avoir vu, la veille de la disparition, un halo rouge sur l'eau comme une respiration. Depuis ce jour, aucun navire n'a voulu s'aventurer dans cette zone sans une amulette ou une prière. Et certains affirment que, les soirs de tempête, on entend encore une voix d'homme appeler ses enfants depuis le large. Novembre 2000. Un chalutier repêche au large des Ébiens un petit crâne humain pris dans un filet de pêche. Les analyses sont formelles. Il s'agit de Camille Godard. La presse s'en empare. Le mystère bascule dans l'horreur. Yves Godard, le père, est désormais recherché pour homicide. Mais aucun corps d'adulte n'est retrouvé. Dans les archives, une photo refait surface, un cliché satellite pris le jour de la disparition. Sur la mer, on distingue une tache sombre, mouvante. Certains y voient une ombre de navire, d'autres, un visage. En 2003, un plongeur amateur, Michel Laurent, explore l'épave supposée du Nick. Il raconte avoir ressenti une présence avant même de descendre. Sous l'eau, la visibilité est nulle, des lambeaux de voile flottent lentement, et sur la coque, gravées à même le bois, des lettres minuscules « Je suis dessous ». Le plongeur panique, remonte en urgence. Les images de sa caméra, récupérées plus tard, montrent un mouvement derrière lui. Quelque chose de grand, de flou, qui se retire dans le sable. Aucun autre plongeur ne confirmera cette observation. Mais 2 semaines plus tard, Michel Laurent est retrouvé mort dans sa voiture, moteur allumé, garé face à la mer. Sur le siège passager, une photo de famille. Les Godard. L'année suivante, un autre objet était retrouvé. La montre d'Yves, arrêtée à 10h10 à 12, la même heure que celle du passeport retrouvé 4 ans plus tôt. Coïncidence? Ou cycle? Dans les semaines qui suivent, plusieurs habitants de la région affirment recevoir des appels anonymes. Une respiration, rien d'autre. Puis, juste avant que la ligne coupe, une phrase murmurée, à peine audible, « On ne quitte jamais vraiment la mer ». À ce moment précis, même les enquêteurs cessent de parler. L'affaire Godard devient un dossier interdit, verrouillé. Les preuves disparaissent, les objets sont transférés, les rapports effacés.
Pourtant, dans les archives locales, une note subsiste. Une écriture tremblée, sans signature. La mère a gardé 3 âmes. Le père, la fille et celui qui a voulu comprendre. Les images s'interrompent brusquement. Écran noir. On entend seulement le clapotis discret de l'eau contre une coque invisible, puis un son, léger, irrégulier, comme un souffle d'enfant. Le 6 février 2006, un fragment d'eau est se retrouvé sur une plage de l'île de Sésambre. L'analyse ADN est incomplète. Pas assez de matière pour confirmer quoi que ce soit. Depuis, plus aucun indice, plus aucun rapport. Juste des témoins qui se contredisent, des dossiers effacés, des voix qui prétendent encore entendre les rires de Camille et Marius dans le vent du soir. Parfois, des promeneurs disent de voir, entre 2 vagues, un petit bateau sans équipage. À son bord, 3 ombres, et un bruit métallique régulier. Tic, tac. Le fichier audio s'arrête ici. Impossible de dire s'il a été volontairement effacé ou s'il continue quelque part au fond de la mer. Plus de 20 ans ont passé depuis la disparition de la famille Godard. Certains croient à une tragédie ordinaire, un père désespéré, une fuite, la folie, la mer comme tombeau. D'autres pensent à autre chose, à une dette ancienne. Quelque chose que seul Yves connaissait. Dans les archives du port, un marin a récemment affirmé avoir retrouvé un objet étrange pris dans son filet. Une montre oxydée, arrêtée à 10h12 encore. À l'arrière, une inscription gravée sous la rouille. Pour que la mer se taise. Depuis ce jour, il dit rêver d'une cabine obscure, d'un petit garçon assis près d'un hublot, dessinant sans lever les yeux. À chaque fois qu'il tente de parler, l'eau coule de sa bouche. Peut-être qu'Yves Godard n'a jamais fui. Peut-être qu'il a simplement répondu à un appel plus ancien que nous, une marée qu'on ne peut pas repousser. Et si, finalement, la famille Godard n'avait pas disparu, mais simplement changé de rive? Quand la mer réclame ce qui lui revient, il vaut mieux ne pas l'écouter trop longtemps. Quand les voisins ont signalé l'odeur, il était déjà trop tard. Une maison isolée, à la sortie d'un petit village, les rideaux tirés, la boîte aux lettres pleine. À l'intérieur, le silence. Pas un cri, pas un bruit. Mais sur les murs, des traces, comme des griffures, et des mots écrits à la main. Elle m'a dit de le faire. La mère, qu'on croyait douce, pieuse. Le fils, timide, maladif. Personne ne les avait vus depuis des semaines. Ce soir-là, la police a ouvert la porte. Et dans l'air moite de la maison, quelque chose respirait encore. Elle s'appelait Mireille Hanou, 47 ans, ancienne infirmière à la retraite anticipée. Une femme discrète, toujours en foulard, toujours polie. Son fils, Kevin, 17 ans, ne parlait presque jamais. Un garçon pâle, les yeux fuyants, passionné par la taxidermie et les vidéos de sciences morbides. Les voisins disant qu'il vivait à part. Pas méchant, non, mais étrange. Depuis la mort du père, un ancien militaire, la maison s'était fermée peu à peu. Rideaux tirés, visites refusées, lumière qui restait allumée toute la nuit. Un facteur racontait avoir entendu une voix d'enfant chanter alors que Kevin était déjà adolescent. Et parfois, à travers la fenêtre, on apercevait 2 silhouettes, l'une plus petite que l'autre, qui semblaient parler à quelqu'un d'invisible. Tout a commencé un dimanche matin, une odeur. Une odeur lourde, épaisse, sucrée, qui glissait jusque sur la route. Le voisin d'en face, un retraité nommé Dossou, croyait d'abord à un rat mort sous les tuiles. Mais l'odeur venait bien de chez eux, de la maison à nous. Personne n'y entrait depuis des semaines, pourtant la fenêtre du salon était entr'ouverte. Mireille n'en était plus vue à la messe depuis un mois. Et Kevin, on disait qu'il s'enfermait dans le garage à bricoler ses bêtes. Une nuit, Dossou avait entendu un bruit sec, comme un abattement violent, puis un rire d'enfant étouffé. Mais le lendemain, tout était calme, trop calme. Un après-midi, la police municipale a été appelée, juste pour vérifier. La maison semblait abandonnée. Des journaux s'entassaient, la végétation avait avalé la clôture. Quand les agents ont forcé la porte, une vague d'air chaud et fétide les a frappés. L'intérieur baignait dans une lumière jaunâtre, filtrée par des rideaux collés à la poussière. Le salon était figé, sur la table, des assiettes à moitié pleines, de la nourriture durcie, des mouches, mais surtout, sur les murs, à la craie, des cercles et des mots répétés. « Ne me laisse pas seul ». Dans le couloir, les photos de famille avaient été arrachées ou brûlées sur les bords.
On distinguait parfois 2 visages, puis des taches sombres, là où devait être un troisième. L'odeur venait du sous-sol. Une porte bloquée par un meuble, des clous sur le cadre, et sur la porte, gravé profondément, « Ce n'est pas à elle ». Quand ils ont déplacé le meuble, un froid humide s'est engouffré dans le couloir. Et quelque chose, dans les escaliers du sous-sol, a semblé bouger légèrement. Pas un animal, pas un courant d'air. Quelque chose de vivant qui retenait son souffle. L'un des agents, un jeune nommé Morel, a descendu les marches le premier. L'air du sous-sol était glacé, saturé d'humidité et d'une odeur métallique, un mélange de rouille, de sang sec et de décomposition lente. La lampe torche tremblait dans sa main. Chaque pas faisait gémir le bois. En bas, une seule ampoule nue pendait au plafond. La lumière vacillait, des bocaux en verre alignés sur une étagère. À l'intérieur, des fragments, des morceaux de petits animaux. Certains semblaient récents, et au fond, une table d'autopsie bricolée avec un ancien établi. Sur la surface, une nappe en plastique rouge, collée, durcie par des fluides. À côté, une chaise d'enfant, minuscule, et dessus, une peluche. Une oursonne beige couverte de taches sombres, les yeux arrachés. Dans un coin, quelque chose bougea. Un craquement discret. Morel pointa sa lampe. Rien. Seulement un rideau noir suspendu. Il avança, lentement. De derrière le rideau, une voix féminine, faible, tremblante. « Kevin, ne le fais pas !» Morel resta figé. La voix ne venait pas d'une personne visible. Elle semblait sortir du mur ou d'un haut-parleur. Il écarta le tissu. Derrière, une chaise. Des cordes et un mur couvert de dessins d'enfants, des visages sans yeux. Des dizaines, certains portaient des noms. Maman, moi, toi. Sur la table, un carnet, une écriture fine, serrée, répétitive. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on les vide pour les remplir de lumière. Morel recula, sonné. Derrière lui, le rideau bougea à nouveau. Il se retourna brusquement, personne, mais une trace de pas, humide, venait d'apparaître sur le sol, petite, d'enfant, et elle montait lentement les escaliers. Morel cria le nom de sa collègue restée à l'étage, pas de réponse. Il monta 4 marches, la lampe tremblante. Chaque pas semblait aspiré par le silence. Arrivé au rez-de-chaussée, la lumière du jour avait disparu. La maison entière baignait dans un gris livide. Sur le mur du salon, les symboles à la craie avaient de changer. Ils pulsaient, comme si une main invisible continuait d'écrire lentement, lettre après lettre, « Tu n'étais pas invité ». Il voulut reculer, mais quelque chose bougeait dans la cuisine. Un léger cliquetis métallique, régulier. Il s'approcha, torche en avant. Sur la table, un couteau planté dans le bois vibrait encore, comme s'il venait d'être lâché. Et juste à côté, un carnet ouvert, la même écriture serrée. Elle voulait les sauver. Moi aussi, court silence. Un bruit léger de respiration tout près du micro. Dans le couloir, une silhouette, une femme, dos tourné, les cheveux collés, une robe de nuit tachée. Elle murmurait quelque chose indistinctement. Morel s'approcha, doucement. La voix disait « Il dort. Ne réveille pas mon fils. » Il voulut parler, mais la femme tourna lentement la tête. Son visage était creux. Les orbites vides, noircies, luisantes. Une odeur de chair brûlée emplit la pièce. Morel hurla, tomba en arrière. La silhouette s'effaça aussitôt, avalée par l'ombre. Mais du plafond, un goutte à goutte régulier commença à tomber sur lui. Il leva la lampe, le plafond était taché. Et juste au-dessus, suspendu à une poutre, un corps d'adolescent, pâle, rigide, les bras tordus. Kevin. Son visage sans expression, la bouche entr'ouverte, semblait murmurer encore. Elle m'a dit de le faire. Coup de tonnerre étouffé. Un cri de radio déformé, puis silence. Morel recula jusqu'à heurter le mur. Le carnet, tombé au sol, s'ouvrit sur une dernière phrase écrite dans 2 encres différentes. « Je n'ai jamais eu de fils. Moi, je n'ai jamais eu de mère. » Les secours sont arrivés 27 minutes plus tard. La maison était vide. Pas de Mireille, pas de Kevin, pas de Morel. Seule la lampe torche, encore allumée, posée au milieu du salon. Sur le sol, un mince filet d'eau s'écoulait du plafond. Pas de sang, pas de traces de lutte. Les murs étaient redevenus propres, les symboles effacés. Dans le sous-sol, les bocaux avaient disparu. À la place, un simple drap blanc, et dessous, rien. Rien qu'une empreinte de chaise et un ourson beige remis droit, impeccablement propre. La radio de la police captait encore des parasites. Entre 2 interférences, une voix, celle d'un enfant, répétait lentement « Elle voulait juste rester avec moi ». Puis la bande s'est arrêtée. Silence total. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu la maison à nous.
Le terrain est toujours là, vide. Mais les habitants du village jurent qu'à la tombée du soir, quand la pluie s'arrête, une fenêtre s'allume brièvement au milieu du champ et qu'on y entend une femme fredonner. Quelques semaines après l'affaire, un enquêteur indépendant a voulu reprendre le dossier. Il disait avoir trouvé une cassette audio dans les archives non répertoriées de la gendarmerie. Pas de nom, pas de date, juste une étiquette « Maison à nous, dernier enregistrement ». La bande dure 37 secondes. On y entend d'abord un grésillement, puis la respiration rapide d'un homme. Une voix féminine chuchote quelque chose, à peine audible. Il faut bien nourrir ce qu'on crée. Puis un cri, bref, un objet qui tombe. Et enfin, une voix d'enfant, claire, nette. « Maintenant, c'est ton tour, maman ». Le son s'arrête d'un coup, remplacé par un bourdonnement grave. Certains disent qu'en amplifiant l'audio, on distingue d'autres mots murmurés derrière, un mélange de prières et de rires. D'autres affirment que la bande ne contient rien d'anormal, mais tous, sans exception, mentionnent le même détail. À la fin de la cassette, juste avant le clic final, on entend 2 respirations, une forte, une plus petite. Ce soir encore, dans le village, certains entendent frapper à leurs fenêtres, 2 coups lents, toujours 2. Et parfois, en se retournant, ils aperçoivent dans le reflet une femme debout derrière eux, le visage sans yeux, un enfant à ses côtés, tous deux immobiles. Elle m'a dit de le faire.